Bonjour à tous, bienvenue. L'actualité politique de cette semaine est incontestablement le remaniement ministériel. Patrice Talon a rendu public son troisième gouvernement. C'est donc presque uniquement de ce sujet qu'il sera question dans cette émission. Quel grand enseignement en tirer? Pour faire cet exercice, deux invités. Vincent Lézimé, géographe et journaliste de formation, analyste politique et chroniqueur parlementaire. Au plan politique, il est proche de l'Union progressiste UP, donc proche du pouvoir. Vincent Lézimé. Oui, je constate. En face de lui, un autre journaliste qu'on ne présente plus, lui, Vincent Folly, analyste politique. Il est le directeur de publication de la Nouvelle Tribune. Bonjour Vincent Folly. Bonjour Virgile, j'espère que tu ne vas pas me demander quand est-ce que je reviens. L'émission n'est pas sur ça. Allons-y. Une chose est sûre, je ferai du Vincentillage ce matin, j'espère bien m'en sortir. Ce gouvernement troisième du genre, donc du président Patrice Talon, était attendu, on va dire, depuis au moins les élections législatives. Est-ce que vous expliquez, ce temps que ça a pris? Quel temps? Qui a espéré ce gouvernement? C'est pas moi, hein? Et puis les faits me donnent raison. Un penseur asiatique a dit, si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, mais regarde ce qu'il fait. Si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, mais regarde ce qu'il fait. Cela pour dire quoi? Pour dire qu'en regardant le président de la République, depuis qu'il est là, depuis 3 ans et quelques qu'il est là, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Quel gouvernement nous avons? J'ai envie de dire, comme les politiciens, que c'est un non-événement, mais je ne le ferai pas parce que je suis un observateur de la vie politique et tous les événements politiques ont des sens, ont un sens. Il faut pouvoir percer. Donc, je crois qu'au cours de cette émission, nous allons dire des choses. Mais voilà, je suis obligé de constater ce que j'ai dit là, qu'il ne faut pas écouter ce que quelqu'un dit pour le connaître. Il faut le voir, il faut le regarder faire. Et lorsque vous le regardez, vous savez. Le président de la République a dit un certain nombre de choses. Je vais faire le dialogue. Est-ce qu'il a fait? On attendait le dialogue, c'est-à-dire la suite de ce que les élections législatives n'ont pas été. On voulait voir, est-ce qu'il va accepter les autres? Est-ce qu'il va parler? Est-ce qu'il va remettre en cause le Parlement? C'est à ça qu'on s'attendait. On s'attendait à autre chose. L'actualité politique révèle que nous sommes à la peine aujourd'hui avec la fermeture des frontières du Nigeria et surtout de la frontière importante de Craquet. On s'attendait à ce que quelque chose se passe. Moi, je ne m'attendais pas au remaniement, puisqu'il n'y aura rien de mon point de vue. Mais je veux confronter mes idées avec celles de mon confrère, qui visiblement est de la mouvance, et je veux voir ce qu'il va dire. À vous, je pose directement la question, Vincent Lézimé, presque comme si vous étiez un acteur. Pourquoi le gouvernement a mis du temps à venir? Bon, certainement, c'est une impression, parce que l'agenda du chef de l'État reste son agenda. Et un gouvernement, c'est un instrument politique. Et là-dessus, j'estime que le casting a mis du temps. Vous savez, on est sorti d'une élection législative qui, visiblement, est une élection assez difficile. Et les événements qui ont suivi également laissent penser à cette difficulté. Former un gouvernement au lendemain de tels événements, je crois que ça ne doit pas être un exercice assez facile. Ceci peut justifier cela. Je ne dis pas forcément que c'est cet aspect-là. Mais à l'arrivée, il y a un gouvernement qui est là et certainement à l'œuvre, on appréciera. À l'arrivée, donc, il y a un gouvernement, on aurait pu dire que c'est un remaniement technique. En tout cas, il n'y a pas grand mouvement, on va dire. 3 sorties pour 6 entrées. Oui, par la pratique, c'est juste un réaménagement. C'est ce qu'on peut constater parce que, comme tu l'indiques, il n'y a eu que 3 départs. Bon, les entrées, on ne va pas trop épiloguer sur ça, de mon point de vue. C'est le départ parce que, en réalité, au lendemain d'une élection législative, il devrait y avoir un grand mouvement dans l'espoir de donner de nouveaux souffles
à l'équipe gouvernementale. Mais on constate, vous et moi, que finalement, il n'y a que eu 3 départs. Vincent Folli. Oui, j'écoute mon confrère et je suis un peu ébahi. Il dit qu'il y a eu des élections législatives, lui-même difficiles. Difficiles pour qui? Pas pour lui. Lui, il a eu ce qu'il voulait, à savoir les 100% des députés. Donc, il ne devrait avoir aucun mal au lendemain des élections à prendre d'autres hommes pour les remplacer par d'autres. Il aurait pu faire cet exercice dès le premier jour. Hein. Il aurait pu faire ça et nous épargner ce temps mis. Mais j'avoue que en écoutant, en regardant notre président, c'est quelqu'un qui aime laisser passer le temps. Il laisse passer le temps. Une situation difficile, il essaye de trouver rapidement quelque chose pour occuper les gens. Au sortir des législatives, il dit « Ah oui, je vais faire le dialogue ». Et on a attendu. Et puis, il dit, allez voir le président, allez voir le ministre de l'Intérieur, vous allez vous formaliser là-bas. Les autres ont dit, on va, et puis on leur dit, non, pour être membre, pour être reconnu, il faut enlever telle personne, enlever ça. Mais c'est quoi ça? On est où? Donc, ils savaient que les gens allaient refuser, du moins s'ils s'attendaient à ça. Donc, c'était pour nous faire rapidement oublier les élections législatives. Bien sûr, c'est sa méthode. Vous avez vu, personne n'a fait attention à ce qu'il a dit un jour au cours d'une de ses sorties où il parle beaucoup. Il a dit, écoutez, bon, on pousse un peu, on pousse. Hein. Si ça ne marche pas, on recule, après on repousse. Et c'est sa méthode. Et vous avez vu ce qu'il a fait pour les GSM. Quand il y a eu le tollé général, comme les prix ont augmenté, il a reculé. Et puis après, quelques jours après, on nous a appliqué les prix. Et c'est les prix que nous avons aujourd'hui, qui nous coûtent beaucoup à notre poche. Mais je suis sûr que pour la frontière du Nigeria, c'est à peu près la même chose. Il se réjouit peut-être que le paillot a disparu. Mais écoutez, moi je suis dans... que le paillot ait disparu. Moi je ne sais pas, puisqu'il y a des stations et que, très jolies là, et qui ont commencé à avoir du monde. Et donc moi je suis dans ces coins, je vois les prix. Et les prix ont commencé à chuter un peu, hein, parce que le circuit du paillot, ce n'est pas le circuit de la frontière. Hein. Tout le monde sait ça aujourd'hui. J'espère que ceux qui ne savaient pas savent aujourd'hui que le circuit du paillot est différent. Donc nous avons, et ça vient, sinon c'était allé déjà à plus de 500, 600 même dans certaines localités, les populations commencent peut-être à voir. Mais le président devait nous dire quelque chose. On ne s'attend pas à ça. Maintenant, regardez. Lorsqu'on voit les événements qui ont précédé ce gouvernement, je m'excuse, hein, je n'arrache pas la parole, mon confrère peut la prendre n'importe quand, et j'ai le défaut d'aller un peu loin dans mes idées. Bon, donc, je dis, quelques jours avant, on a dit, il y aura remaniement. Ensuite, la personne, les journaux disent, non, pourquoi on ne change pas une équipe qui gagne? Et puis, presque à la veille, 2 journaux parmi les plus importants depuis que moi j'ai disparu de la circulation, et je profite, 2 journaux ont écrit le même article. Le président Adjaka, que je salue ici, je cite son nom, excusez-moi, parce que c'est un homme bien, un homme de bien. Le président Adjaka parle des journaux du Bénin qui sont devenus des journaux siamois. Des titres, ils font des titres siamois. Et nous avons vu, à l'avant-veille de ce remaniement, 2 journaux parmi les plus importants depuis que j'ai disparu, je le dis encore, et ils ont écrit le même article, à la virgule près. Disant quoi? Disant que oui, remaniement il y aura, et que c'est vrai, que telle personne va quitter, il y aura un petit attouchement. Bon, on nous dit ça. Le lendemain, ou à la veille, des journaux sont précipités. Mais nous, on est en ligne, hein. Nous ne sommes plus sur le terrain. J'espère que vous verrez bientôt. Non, excusez-moi, je termine rapidement. À la veille du remaniement, des gens se sont précipités. Le truc est déjà allé à l'Assemblée. Et les députés se sont déjà prononcés. Et puis un de nos confrères que je connais bien, qui était avec nous, a dit, oh non, en direct du Parlement, nous allons faire ça. Nous, on a attendu, parce que tout ça, c'était de la comédie, c'était pour préparer l'opinion. Préparer l'opinion à quoi? Parce que les noms qu'on a sortis à la veille, c'était pas ça. Donc le gouvernement est tout le temps dans la com.
dans la communication. C'est pas un défaut, non? Non, c'est une qualité, mais c'est un défaut dans notre pays parce que la com nous empêche de voir ce qu'il y a derrière. On nous dit, voici des gens qui vont partir. Et ceux qu'on annonce, ce n'est jamais ceux-là. Et même à l'Assemblée, par le passé, écoutez-moi bien, par le passé, lorsque comment on appelle, les noms allaient à l'Assemblée, on avait toujours un ami dans le bureau qui nous disait à peu près l'essentiel, c'est-à-dire à quelques heures. Et à 20 heures, aujourd'hui, rien. Il n'a que des ennemis au bureau du Parlement. Non, je ne les connais même plus. Et donc, je termine pour dire que la liste est sortie et nous avons vu la réalité des choses. On a fait ce qu'on a fait et mon confrère dit il y a eu 3 départs, quelques entrées, c'est un remaniement technique. On va l'analyser tout à l'heure, on va voir ce que ce gouvernement a de technique. Mais voilà. Il est trop volumineux, hein, Vincent Folly. Oui, c'est mon défaut. Pas équilibré. C'est mon défaut. Oui, si vous permettez, je résume rapidement. Pour lui, ce remaniement est venu en ce moment pour nous faire oublier les misères dues à la fermeture de frontières avec le Nigeria. Bon, peut-être il fait juste le lien. Mais en réalité, je crois que tout ce qui s'est passé jusque-là, par rapport à des effets d'annonce, de remaniement, etc. Ah, vous reconnaissez les effets d'annonce? Oui, je crois que nous avions coutume de ça dans notre presse au Bénin. Il parle d'articles siamois. Non, moi je ne parle pas. L'initiative des non, je ne parle pas des titres siamois. Je parle de l'information. Pas même des articles. Contenu. Je parle de l'information, du fait contenu. Le fait, c'est le remaniement ministériel. Bon, que cela soit écrit avec les mêmes mots dans tous les journaux, bon, c'est pas... Non, c'est pas de ça que je dis. Bon, voilà. Heureusement que ce n'est pas de ça. Mais par mes pratiques de journaliste parlementaire, je crois que nous avions eu à anticiper plus d'une fois sur des remaniements ministériels par le passé. Et je crois que le faire maintenant, cela relève également de notre pratique d'informer ou d'anticiper sur l'information, bon, pour des raisons de réajustement de ci ou de ça. Donc, on a eu à faire ces choses par le passé et je crois que c'est ça qui continue. Mais dire également que la fermeture de frontières, on a amené le sujet de remaniement pour nous faire oublier, etc. Non, personnellement, je crois que c'est des réalités. Et ça se vit au quotidien. Le fait d'annoncer remaniement ne peut pas ôter cette réalité-là de notre vie quotidienne. Et là-dessus, je crois que le chef de l'État, certainement, lui-même prend la mesure des choses. Parce que, comme vous l'aviez dit, la fermeture de nos frontières n'a pas empêché le paillon de circuler au Bénin. Cela suppose que le paillon n'a jamais pris part les frontières. Et de l'autre côté, la fermeture de nos frontières avec le Nigeria ne fait pas que du mal au Bénin. Il y a aussi la population du Nigeria qui, dans les échanges, bénéficie de ci ou de ça, hein, dans les rapports. Donc là-dessus, je crois que ce n'est pas une question strictement liée à notre situation sociopolitique à l'interne, mais c'est une question qui se pose à notre région. Hein, comment améliorer nos relations pour que nos populations vivent mieux. D'autres questions qui sont évoquées ces derniers temps, hein, notamment le bureau du Parlement qui n'a pas permis pour qu'on anticipe sur l'information. Donc je crois que à des moments donnés, les uns et les autres prennent certaines mesures ou se donnent certaines postures. Et ce n'est pas que sur le gouvernement. La désignation des membres de la HAC, ça a été fait à l'Assemblée 1 mois avant l'annonce. Mais aucun journaliste parlementaire n'a pu pénétrer. Aucun journaliste parlementaire... Non, il faut dire les choses concrètement. Vous savez pourquoi? Non, j'en viens. Il en a qui ne savent même pas que ça a été fait. Tout simplement parce que aujourd'hui, il faut le reconnaître, ça ne fonctionne pas la fluidité. C'est-à-dire les échanges, hein, les postures que les députés doivent avoir vis-à-vis des journalistes, je crois qu'avec l'effet
des réseaux sociaux, nos relations se sont un peu déséquilibrées ou il y a des difficultés dans nos relations. Donc cela, de mon point de vue, pourrait justifier le fait qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, on n'a plus les éléments en amont comme par le passé. Mais ça n'empêche pas de faire le job. La preuve en était que, pour cette fois-ci, il y a des journaux qui ont pu annoncer qu'il y aura un remaniement ministériel. Et dans les 48 heures, si mes souvenirs sont bons, le remaniement est intervenu avec les hommes et les femmes que nous avions aujourd'hui dans l'équipe. Vincent Pauly. Oui, qu'est-ce que je vais dire? Je crois qu'on va passer à côté de l'essentiel si on s'attache aux petits problèmes de comment les relations du Parlement avec les journalistes. Non, ce Parlement est aujourd'hui un Parlement, je parlerai comme les politiciens, un peu spécial. Et il ne représente pas toute la population. Je ne dis rien de nouveau. Les politiciens ajouteraient que le Parlement est illégitime. Oui, parce que je ne les ai pas élus. Moi, particulièrement, je ne suis pas sorti ce jour-là. Oui, mais ce n'est pas obligatoire. D'accord, mais ce n'est pas une raison. C'est un devoir du citoyen. Il n'empêche. Lorsqu'on m'empêche de choisir, lorsqu'on m'impose un choix que je ne veux pas, je vais faire quoi? Donc, nous sommes dans un pays, notre pays ressemble aujourd'hui à la Russie. Il y a des élections législatives, des élections municipales en Russie, des élections régionales, et les opposants ont été empêchés de se présenter. Un peu comme chez nous. C'est quelle démocratie nous avons? Une démocratie à la Russe ou quoi? Cela dit, je ne veux pas être long, je ne veux pas monopoliser la parole. Je veux dire que ce que l'on peut retenir de ce remaniement, nous irons en profondeur en prenant les cas. Oui. Ce qu'on peut retenir, c'est que le président a la main. C'est lui qui a la main. C'est son système qui se met en place. Il a parlé de dialogue. On a attendu. On a vu ce qu'il y avait. Et le dialogue n'a pas eu lieu. Ou c'est buté à quelque chose. Au lieu de dire, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Les religieux ont pu parler un peu à un journaliste, un confrère de la presse internationale. Le confrère a pu dire, qu'il y a eu des réunions, que le chef d'État ne voulait pas les recevoir. Et puis après, le communiqué du clergé qui est venu dire, non, c'est pas ça. Nous, on voulait, mais nous sommes en train, parce que c'est en octobre que la conférence épiscopale se réunit. Mais regardez dans le pays actuellement, c'est le président Talon qui domine la situation. C'est lui le maître du jeu. En face, nous n'avons pas d'opposition. Je suis obligé de le reconnaître. Et il met plus de force qu'il ne devrait? Non, il ne se gêne pas parce qu'il a mis en place des lois. Il a caporalisé les institutions. Laissez-moi terminer. Il a caporalisé les institutions et il va en roue libre. Et ça se remarque aujourd'hui. C'est lui qui a la main. Il peut faire partir un ministre, comme celui dont on va parler bientôt, et le faire revenir sans nous expliquer ce qu'il y a. Mais dans un pays normal, on ne fait pas ça. Parlons des ministres. On ne fait pas ça. Non, on ne parlera pas des ministres. Non, excusez-moi. Je crois qu'il faut aller au fond des choses. Je dis c'est lui qui a la main. Et nous remarquons qu'en face, l'opposition est affaiblie. Et n'arrive pas à sortir des conférences de presse et des dîners de je ne sais quoi. Et en face aussi, nous n'avons pas une société civile forte. Nous n'avons plus, par le passé, excusez-moi, j'ai travaillé, j'ai été à l'école des prêtres et je savais le rôle qu'avait joué le clergé par le passé avec Monseigneur Gantin, quand il était Monseigneur, ensuite cardinal, et Monseigneur de Souza. Je sais le rôle que le clergé a joué. Celui qui est archevêque de Cotonou, c'est une personnalité influente. Mais aujourd'hui, c'est une voix aphone. On n'entend plus rien de l'archevêque d'Abidjan qui se cache derrière la conférence épiscopale. Donc nous n'avons plus de société. Patrice Talon également, à votre avis? Oui, c'est son effet parce qu'il a mis tout en place pour tout contrôler. Et ça se voit. Nous, les journalistes, les journaux, nous sommes devenus des boîtes à lettres. Des boîtes aux lettres. L'expression n'est pas de moi. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Nous sommes devenus des boîtes à lettres. Pourquoi? Je donne un seul exemple. Regardez, le conseil, le remaniement ministériel est intervenu. Par le passé, nous courions dans les rédactions pour chercher les photos, pour chercher les CV. Mais aujourd'hui, la minute d'après, nous avons tout ça livré. Pourquoi? Parce le problème, on est servi. Non, on est servi, mais nous sommes des boîtes aux lettres. Nous sommes des boîtes aux lettres. Parce que nos confrères qui sont avec le pouvoir ont vendu nos méthodes.
Ils savent ce que nous faisons. C'est-à-dire comment nous travaillons. Je connais le journal que vous avez devant vous là. Comment on se gêne. Moi, je les appelle à minuit. Comment ça? Vous avez telle photo? Envoyez-nous ça. Aujourd'hui, on nous livre tout. Et nous sommes devenus, la presse est devenue une boîte aux lettres. Et c'est pitoyable pour notre pays. Parce que la presse, ce n'est pas son rôle. Non, on va rentrer dans le concret, si vous permettez. Non, avant d'y aller, Oui. Je voudrais nuancer quelque chose par rapport au développement de mon confrère Vincent Folly, en parlant que le président de la République a fait des lois qui le mettent dans une posture, etc. Non, je crois que C'est faux? Non, il faut vraiment nuancer. Je crois que jusque-là, on n'a pas encore d'ordonnance loi. Tout ce qui est là, présentement, je crois que tout a été voté au Parlement et à une époque donnée. Dans quelles conditions? Non, j'en viens. Et on connaissait les acteurs. Parce que conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le président est une institution. Étant la représentation nationale, lorsque le président apprécie les textes de loi, que ce soit une proposition ou un projet de loi, et il trouve que l'intérêt de nos populations ne s'y trouve qu'il a l'obligation. On a vu des textes qui sont restés dans les tiroirs de l'Assemblée de la première législature jusqu'à la 7e législature, et c'est à la 7e législature que tout ça là a été liquidé, plat. Comme dirait mon grand frère, et tout le monde a commencé par s'en inquiéter. Mais pourquoi ce regain de travail à l'Assemblée nationale et même nuitamment on vote des lois? Donc, ce n'est pas le président de la République. Nuitamment et au petit matin. Et au petit matin. Mais ça, là, ce n'est pas le président de la République. Ah, c'est lui qui demandait aux députés. C'est lui. Non. Ça, ce sont nos préjugés, notre lecture de la chose. Écoutez, là-dessus, non, je vais finir. Ouais. Là-dessus, il faut le reconnaître que le travail de la 7e législature a laissé des... Enfin, est-ce que c'est le mot que je veux... Un arrière-goût. Vraiment. Vraiment. Amer. Très amer. Ah bon. Parce que, personnellement, moi, je ne me reconnais pas dans la méthode de travail. Et pourtant, ce sont ces lois-là. Certainement. Ils ont fait du bon boulot pour le pays. Quel bon boulot. Comment peut-on voter une loi sur la grève sans interroger les acteurs de la grève? J'ai dit certainement. Ouais. Parce que il y a aussi une chose. Tout dirigeant ne peut pas vouloir du mal pour son peuple. Ah bon? Non. Est-ce que vous avez vu quelqu'un... L'enfer est pavé de bonnes intentions. Est-ce que vous avez vu un acteur politique en campagne dire, si moi je viens au pouvoir, vous n'aurez plus d'eau, vous n'aurez plus d'électricité, vous n'aurez plus de route. C'est toujours des bonnes intentions. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Peut-être à l'application, il peut y avoir des difficultés. Et les difficultés, je crois que nous les avons tous aujourd'hui constatées. Les dernières élections illustrent bien mes idées. La preuve était que le président de la République lui-même a reconnu que avec ces élections et les tests qui l'ont accompagné, qu'il a des problèmes. Il va falloir que cette 8e législature s'y pense sérieusement. Après avoir voté toutes les lois. On va enfin bouger. Oui, le problème des lois, je vais finir avec le problème des lois. Ce n'est pas de les avoir adoptées en paquet. On aurait pu faire la même chose. Mais avec, comme vous avez dit, la méthode. La méthode, c'est quoi? Les lois qui frappent des individus doivent être discutées avec les gens. Ça se faisait par le passé. Une loi sur la grève, et le président s'en est réjoui à l'étranger. Moi, j'en ai eu honte parce qu'il a dit, moi, j'ai 10 jours de grève. Tout le monde a éclaté de rire dans la salle. Nous avons vu la vidéo circuler. En Allemagne. En Allemagne. Alors, donc, ce n'est pas honorable qu'un pays dise, moi, j'ai 10 jours de grève. Bon, aujourd'hui... C'est l'instrument que les députés lui ont remis. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Regardez, aujourd'hui, il y a une tricherie à l'Assemblée nationale au niveau de l'exécutif. Vous savez que les lois peuvent être initiées par le président de la République concomitamment avec l'Assemblée nationale. Et lorsque c'est envoyé, l'Assemblée, c'est une proposition de loi.
et ça suit le processus. Mais lorsque c'est le chef de l'État, vous connaissez la procédure. Elle est compliquée. Ça passe par la Cour suprême où il y a un avis motivé. Oui, parce qu'il y a des magistrats là qui sont d'expérience, qui vont lui dire la loi que vous voulez faire là, c'est pas bon. Alors le président, depuis Yahi, ce n'est pas d'aujourd'hui, ils ont trouvé la parade en faisant faire des propositions de loi qu'on confie à des députés complaisamment. Ainsi, la loi sur le renseignement. Le député, excusez-moi d'appeler son nom, c'est Arif Haribako. Il m'a dit oui, lui il a l'expérience de renseignement et il a voulu faire quelque chose. Et nous on a critiqué cette loi. Mais ça a été voté avec quelques accommodements. Ce qui pose la qualité de nos députés. Non, la qualité n'est pas. Oui. Et ce que nous avons aujourd'hui. Ce que nous avons aujourd'hui. Nous constatons qu'il a de problèmes dans la qualité des hommes. Donc, est-ce qu'on revenait au gouvernement? Oui. Revenons au gouvernement. À l'ancien, puisque celle dont on va parler, Odile Atanasso, elle est sortie. Vous y attendiez, vous, Vincent Folly? Moi, je ne m'attends à rien de ce gouvernement-là. Non, je vais vous dire. Elle mérite sa sortie. Mérite, moi je ne sais pas qui donne le mérite. Le président est libre de prendre les gens, il choisit. Mais nous on connaît, on sait à peu près ce qui s'est passé. Et les jours à venir vont révéler. C'est pour ça que vous êtes là. C'est pour ça que je suis là. C'est ça. Oui, il faut nous dire ce qui s'est passé. Non, sans langue de bois, mais on ne peut pas tout dire. Vous avez de l'eau. Non, vous avez l'eau. Non, celui qui forme le gouvernement, c'est. Mais je veux dire, au-delà de la question des personnes, je vous ai dit que le président a la main sur le pays. Et il l'a fait à l'Assemblée en nommant des députés. Ayons le courage de le dire. Il les a nommés. Et ensuite, il nomme son gouvernement dans la foulée. Il dit, je vais faire dialogue. Il ne le fait pas. Et tout le monde, il attend quelque temps. Et puis après, il nous donne ce gouvernement. Non, et je vous dis, on va parler d'Atanasso, on va parler d'autres. Mais je dis, c'est lui qui choisit selon les critères. Et il regarde ce qu'il a selon ses intérêts, et conformément les intérêts du moment. De notre constitution, comprenne Atanasso ou Eleonore Yahi, prononcé avec A-I tréma ou A-Y, Yahi dans notre langue, donc comprennent l'une ou l'autre, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Celui qui donne le tempo dans le pays, c'est le chef de l'État. C'est lui qui dit ce qu'il veut faire. Pour beaucoup, Atanasso n'a vraiment jamais dirigé le ministère de l'enseignement supérieur. Est-ce qu'il y a des ministres qui dirigent dans le pays? Dites-moi s'il y a un ministre qui a la main sur son département ministériel. Prenons le ministère des Affaires étrangères. Pour ce que je peux savoir. Moi, j'étais au sommet de l'Union africaine grâce à la fondation Friedrich Ebert. J'ai vu notre ministre. Il ne pouvait pas assister à certains huis clos des chefs d'État. Est-ce que le chef de l'État le sait? Que certains huis clos sont interdits le chef de l'État n'était pas là à ce sommet. Il n'était pas là. Or, il y avait des choix de représentants des pays à choisir pour certaines organisations. Tous les autres pays étaient représentés. Les présidents, même du Swaziland, un autre pays bizarre qui a, excusez-moi, qui a changé de nom, un pays qui a changé de nom récemment, avait même pris la tête de la nutrition. Mais nulle part, si vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là. La politique étrangère de notre pays, qui est-ce qui mène ça? Est-ce que c'est le ministre des Affaires étrangères? J'en doute. J'en doute parce que je vois ce qui se passe. Ça revient d'abord au chef de l'État. Ah bon? Pourquoi donc le ministre est son ouvrier? Donc, je vous dis, non. La plupart des ministres du gouvernement... On ne va pas être aussi alarmant. Non. Je suis alarmant, essaye de me conforter. Oui. Mais laisse-moi terminer. Non. Le ministre des Affaires étrangères... Regardez le ministère des Affaires étrangères. Regardez aujourd'hui la situation du pays, comment on appelle, de la fermeture de la frontière. Mais qu'est-ce que nous avons vu? On dit que le gouvernement est en train de travailler. Certains vous disent, bon, on ne voit pas ce qu'il fait. Regardez au Nigeria, ce qui s'est passé avec les émeutes xénophobes en Afrique du Sud. Le Nigeria, les Nigérians ont répliqué en attaquant MTN. Moi, je n'ai pas dit de faire ça, de faire la même chose. Je n'ai pas dit ça. Mais dans la foulée, on vient d'annoncer une visite officielle du chef de l'État Buhari en Afrique du Sud en octobre. Est-ce que notre chef d'État est déjà allé voir le président Buhari? Ah, pardon, nous sommes votre voisin.
C'est ça, j'ai écouté le professeur John Nigué. Et se sont vus et l'excellent journaliste senior sous les Isiaka. Ils se sont vus à Abuja à 1000 km de Cotonou. Ils ne vont pas aller à 12 000 km pour aller rencontrer son voisin. Non, je ne sais pas ce qu'ils font. S'ils le font, c'est tant mieux. Mais je dis, le 1er octobre, il y aura la fête de l'indépendance du Nigeria. Je crois que c'est une occasion où le président peut y aller. Mais il aurait pu y aller. Envoyer son ministre des Affaires étrangères. On ne voit pas ça. Donc, vous dites qu'il n'a pas la main sur le ministre des Affaires étrangères dont vous parlez, il est maintenu au gouvernement. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait au gouvernement? Je le vois au niveau... Non, je suis certainement sévère. Mais c'est à lui de me prouver que, par exemple, dans le cas de la fermeture de la frontière, qu'il est allé voir son homologue au Niama, que j'ai vu à Addis Abeba récemment avec lui, il causait comme frère. Combien de visites il a déjà effectuées? Oui. Ces choses-là doivent être comme ça, les populations sauront qu'on s'occupe de leurs problèmes. Si vous le permettez. Je le permets. Oui, je crois qu'en la matière, il a aussi la diplomatie secrète. On n'a pas besoin de tout mettre. Diplomatie secrète ou opaque? Non, pas opaque. Diplomatie secrète. Notre président voyage et c'est sur les télés étrangères que nous voyons qu'il a voyagé. Après, nous voyons le reste sur les réseaux sociaux. Alors qu'on a présenté la visite en Côte d'Ivoire récemment. C'est quand même pas... Non, si vous le permettez. Non, je permets tout. Oui, je n'ai pas la police. Oui, nous n'allons pas être aussi alarmants. Certes, il peut y avoir des insuffisances, il peut y avoir de faiblesses dans l'action, mais ce n'est pas pour autant pour dire que, bon, c'est le chef de l'État qui est le régent, celui qui fait tout. Il ne va nulle part, il n'assiste pas au sommet. Il était à la TICAD. Oui. Il choisit les sommets, mais les autres sont toujours présents. Au point où le président guinéen lui a dit, à l'avant-dernier sommet de l'Union africaine où il était, ah, mon cher ami, M. Talon, venez souvent, vous allez, parce que vous vous souvenez de ce qu'il a déclaré. Bon. Vous vous souvenez, non? Moi, je m'en souviens parce qu'il y a eu un commentateur qui a dit des choses qui m'ont créé des problèmes. J'estime pour ma part que ce n'est pas pour autant que nous allons estimer que notre diplomatie est par terre. Elle est où? Non, quand même. Il y a des actions qui se mènent et les secrètement, de manière opaque. Pourquoi vous voulez que... Pourquoi vous voulez utiliser le mot opaque? C'est dans la presse étrangère. Mais au moins la presse étrangère en a parlé, si c'est opaque. Non, s'il vous plaît. Non. Que nous avons vu que notre chef d'État a influencé le remaniement en Côte d'Ivoire. Nous-mêmes, c'est énorme ça, cette information. Non, nous-mêmes, journalistes au Bénin, oui. Nous nous déployons de quelle manière pour avoir accès à des informations. Nous, on faisait ça. Mais ici, on est devenu des boîtes à lettres. Mais est-ce que c'est le président Talon ou bien c'est le gouvernement? Mais c'est lui qui a transformé les médias. Non. C'est lui. Non. Je sais que vous, lorsque vous paraissiez, mais vous étiez dedans. Dedans quoi? Vous informez. Ah bon? Oui, vous informez. Oui, vous vous battez. Je n'ai jamais eu de contrat avec eux. Non, c'est pas. Ni Yahi. Non, c'est pas les contrats qui déterminent l'information. Ah, mais c'est ça qui détermine l'information aujourd'hui. Non, les contrats sont là pour la communication. Quelle communication? Il nous revient, nous journalistes, d'apprécier pour dire ça là, c'est communication. Et nous, notre devoir, l'obligation que nous avions par rapport aux lecteurs, à nos auditeurs ou à nos téléspectateurs, d'aller chercher et de donner l'information. Rien ne nous empêche d'y aller. Et le code sur l'information est venu conforter... Vincent Lézimé. Non, j'en viens. Si nous ne faisons pas notre boulot, nous d'abord, en tant que médias, en tant que journalistes, on ne peut pas dire que c'est tel préfet, c'est tel maire, c'est tel gouvernement, etc. qui nous empêche. Vous ne me ferez pas l'injure de dire que je ne faisais pas mon métier. La preuve, je ne suis pas là maintenant où les journaux sont transformés en caisse de résonance. Et j'en déplore. On peut continuer le débat sur le gouvernement. La police. Oui, justement, Vincent Lézimé, vous connaissez bien Mme Atanassor, vous l'avez vu ministre depuis le premier gouvernement de Patrice Talon. Elle méritait du moins sa sortie, à votre avis? Tout le monde mérite de sortir. Ah oui, mais il n'a pas vidé tout le monde. Oui, on ne va pas faire une fixation.
Mais je constate que tout le temps qu'elle était là, il avait une tension sur différents sujets au niveau de l'université. Et ça ne donnait pas une ambiance pour bien travailler. Ça, je constate ça de l'extérieur. Parce que sur des sujets mineurs, on voit le ministre en face. Pour illustration, les universitaires, les recteurs et autres se préoccupent du fait que le recrutement des étudiants fasse objet de préoccupations encore au ministère. C'est tout comme si les doyens, les recteurs et autres n'ont plus rien à faire. Et c'est des sources de tension. Sur beaucoup d'autres sujets, elle n'a fait qu'animer des foyers de tension. Je crois que dans de telles ambiances, le président... il n'y a même pas le choix que de s'en séparer. Mais pourquoi le laisser faire? Pourquoi laisser cette dame faire ce... Si c'est vrai qu'elle a fait ça, pourquoi ne non, pas c'est pas la si c'est vrai. rappeler? C'est pas si c'est vrai qu'elle a fait ça. C'est des réalités. Bon, ça, parce qu'aujourd'hui, et elle a fait la procédure... Elle a fait pratiquement 2 ans à tourner le pouce, à créer des tensions inutiles. Regardez... Pas 2 ans, elle a fait plus de 2 ans. Plus de 2 ans. Regardez la situation des écoles privées. De quelle manière a-t-on décidé de fermer le nombre, écoutez bien, 103 universités privées? Dans quelles conditions les autorisations ont été données? Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, nous avons vu des documents circuler sur les réseaux sociaux. C'est des classements qui se font sur des notes. Mais soyons sérieux, ne craignons... C'est-à-dire, un institut comme l'Institut Serco aurait pu bénéficier d'un meilleur traitement. Non, je pense que... Comme d'autres établissements. Non, je pense qu'on s'il vous plaît. On ne peut pas faire de fixation. Non, c'est vrai. C'est vous qui avez dit que la ministre a mal agi. Je vous donne un exemple pour corroborer. Pour corroborer. Mais votre assertion, et c'est pour vous dire que le président avait la possibilité de lui dire non, on ne fait pas ça. Comment peut-on fermer 103 universités? Bon, ça, c'est ça. Maintenant, il y a des dessous, il y a des problèmes à l'université. Les agrégés, vous allez apprendre bientôt ce qui va se passer. Et elle avait certainement une position qui ne plaît pas. Et donc, je n'irai pas plus loin que ce que je dis. Les agrégés ont fait quoi? Ah ben, les agrégés dont on se plaint, qui ont perdu leur titre. Il y a d'autres qui vont suivre bientôt. Et la ministre avait certainement une position qui ne plaisait pas. Donc, je vous le dis, mais je ne vais pas en dire plus. Il ne plaisait pas au chef de l'État? Ah ben, je ne sais pas. Ben, sinon, il l'aurait maintenu. Toujours elle n'a pas démérité. Elle a été l'une des meilleures ouvrières du président. C'est-à-dire, elle était là pour rappeler les gens à l'ordre, pour aller à l'université parler des petites choses. Vraiment des petites choses. Oui, comme vous avez dit, s'occuper de l'inscription des étudiants. Oui, au-delà de ça, les universitaires, les professeurs d'université ont eu à faire de sit-in. On demande d'amener les cahiers de notes au ministère pour sanctionner ou je ne sais quoi, pour apprécier. C'est une ouvrière zélée. Non, je crois que c'est une ouvrière zélée. Il y en a qui font tous totalement inutiles, qui créaient inutilement de tension dans le milieu et ça ne permettait pas à l'institution universitaire de travailler, de réfléchir, de proposer des choses. Non, je parle de... On est resté à régler des... Je parle à mon confrère. Si elle s'est occupée de petites choses, comme vous avez dit tout à l'heure, mais celui qui a créé des petites bêtes, c'est le ministre de l'Intérieur. Il est toujours là. C'est lui qui l'a dit. Enlevez-moi tel nom. Comment peut-on choisir les membres du parti pour leur parti? J'ai dit à l'entendre, Vigici, que quoi? Que le gouvernement est un instrument politique. La dimension, vous avez évoqué le cas du ministre de l'Intérieur. La dimension politique du ministre de l'Intérieur, ce n'est pas celle de l'enseignement supérieur. Donc, le ministre de l'Intérieur, sur une faute majeure, il trouve mineur, peut être là. Et celui qui commet faute mineure peut être débarqué du gouvernement. Il revient au chef de l'État d'apprécier. Parce que, pourquoi j'ai dit conformément à notre constitution, c'est lui qui détermine. C'est lui qui a la main. Aujourd'hui, on remarque que après avoir nommé les députés, il peut nommer qui il veut. Non, je crois qu'on a été aux élections. Les différents partis qui ont pris part à ces élections, qu'ils soient considérés tous de la même obédience, se sont présentés
au peuple. Oui. Il y a des listes Oui. qui ont été soumises à l'appréciation du peuple. Le peuple l'a apprécié à sa manière. À quel pourcentage? Non, ça c'est des commentaires. Et le peuple a choisi. Parlons des entrées. Parlons des entrées. L'une qui aurait surprise, c'est celle de l'ancien ministre des TP revenu encore au poste Hervé Romain. Oui, j'ai dit que c'est le président Talon qui a la main, qui fait ce qu'il veut. Puisqu'il l'a fait pour le député, il peut faire venir un ministre pour des raisons qu'il estime là. Donc le ministre est parti. Non, il y a eu des raisons. Il ne peut pas aller aux élections. S'il vous plaît, Romain, dès la fin des législatives, a démissionné du Parlement. Et j'ai flairé qu'il y avait certainement quelque chose. Pourquoi quelqu'un qui, pendant qu'il était ministre, vous savez, pour une des raisons pour lesquelles on l'a vidé du gouvernement à l'époque, c'est parce qu'il avait fait campagne. Et il faisait déjà des choses dans son Agonli natal. Et le président lui a demandé, entre autres, d'aller à Gogounou, où il y avait un pont qui avait sauté. Et lui, il a dit, oui, je suis en route, alors qu'il n'était pas en route. C'est l'une des raisons. Il y a d'autres que nous allons dire. Maintenant, le président le fait venir tranquillement. Il ne nous explique rien. Il a été puni, il a fini de purger sa sanction, on peut dire. Ah bon, c'est comme ça. Mais Métognon est en prison pour 2 500 000 alors qu'on a dépensé des milliards pour la CAN. Nous ne savons pas comment ça a été dépensé. Mais 2 500 000 pour quelqu'un qui a donné des crédits de 16 milliards, ben, il faut être un yéyinon pour ne prendre que 2 500 000. C'est ça pour un syndicaliste de la trempe qui est en prison depuis un longtemps. Donc je vous dis, pour Romain, le président fait ce qu'il veut. Il nous nargue. Est-ce que c'est pas la Constitution qui lui permet justement de faire ce qu'il veut, de nommer, enfin, oui, mais lorsque vous avez ça, il y a l'esprit de la Constitution qui vous demande au moins d'expliquer. S'il n'avait pas expliqué comment on appelle, s'il n'est pas tenu d'expliquer pourquoi il saute un ministre, mais s'il le fait revenir, il faut qu'il dise quelque chose. Qu'est-ce que nous avons dit sur les rumeurs, sur l'affaire Hoffmas, sur, j'ai trop parlé sur l'affaire. Non, certainement vous avez trop parlé. J'ai trop parlé. Certainement vous avez trop parlé. Oui, oui, sur le sujet, je crois que par principe, on devrait quand même ne pas aller dans ce sens. De ne pas ramener Romain. De ne pas ramener Romain. Vous voyez comment mon confrère hésite. C'est pas une hésitation. Ah bon? Non. Allez-y directement. Quelqu'un qui a été vidé, oui, on le fait revenir. Moins de 2 ans après. Oui, parce que au moment où il a été débarqué, il n'a pas eu une explication qui a s'étendu cela pour dire, bon, il a été sorti du gouvernement pour tel motif. Non, le président n'est pas obligé. Non. Mais s'il le ramène, il y a un problème d'éthique. C'est pour ça que je dis, par principe, on ne devrait pas le ramener. Et on l'a ramené, en plus, au même poste. Si on le ramenait ailleurs, ça peut se comprendre, ça peut se justifier. Mais le ramener encore au même poste, je crois que... Quand on l'a débarqué, il est allé à la présidence pour conseiller le chef d'État. Non, dans le même domaine. Ça là, on l'a connu par le passé et on ne va pas trop épiloguer sur ça. Mais le ramener encore au même poste, je crois que c'était le président Yahi qui l'avait fait dans le temps et on l'a fustigé. Pour qui? Avec le ministre Nubessi, dans un... Nubessi. Dans un dossier un peu chose, on a mis en place une commission, tout au moins à l'époque, et c'est suite aux vérifications, etc. Qu'il a monté. Qu'il a été démarché. Mais il a échoué aux législatives. On voulait qu'il prenne un poste dans la vallée. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Ah oui. Ce n'est pas le cas. Mais il faut comprendre pourquoi Romain revient. Il n'a jamais quitté la galaxie Talon. Il était de la galaxie pendant la période du PVI. Non, Bénin Contrôle, il était déjà là. Non, je crois qu'on ne va pas
prendre Arrêtez, ces éléments. Un des fidèles de Talon. C'est lui, Talon. Oui, tout le monde a des fidèles. Vous-même, vous avez des fidèles. De qui? Moi, j'ai pas de fidèles, j'ai pas d'église, moi. J'ai pas d'église. Non, le président Talon aussi. Talon n'est pas pasteur non plus. Il n'est pas pasteur, non. Il est chef de l'État. Il est chef de l'État, il dirige des gens. Et l'autre chose, parce que nous y sommes toujours sur le gouvernement, je crois que l'autre élément qui pose également problème, je trouve qu'il a un peu de faiblesse dans la rigueur. Parce que mais c'est un homme rigoureux, non? Non, il a un peu de faiblesse dans la rigueur. Le ministre Jean-Michel Abimbola, on allait en parler justement. Oui, il peut revenir dans le gouvernement. Pourquoi? Mais revenir... Non, c'est un homme politique. Je vous ai dit que le gouvernement est un instrument politique. Mais on l'avait vu dans un gouvernement passé de Yahi, qui a été suffisamment décrié, disons même jeté à la poubelle. Et dans ce gouvernement, il avait occupé le poste de ministre de la Culture. Et il revient encore au même poste. Je crois que là également... Avant, il était ministre de quelque chose de plus technique qui correspondait à son... moi je parle de son dernier économie maritime. Moi je parle de son dernier poste dans le gouvernement. Oui, le dernier poste qu'il a occupé dans le gouvernement, c'est le ministre de la Culture. Et dans ce ministère, au temps de Yahi, il avait tellement de problèmes, vous vous en souvenez, le fonds d'aide à la culture. Il était là, comment on appelle... l'autre ministre de Bopa là. Ok, le dernier. Rumpé. Voilà. Donc, tout ça là, mis ensemble, et on le ramène encore au même poste. Pour vous, ça pose problème ou... Oui, pour moi, personnellement, ça pose problème. Vous le dites là-bas, là, dans votre cercle? Non, c'est pas question de Mais pourtant, ils ont dit qu'ils ont demandé aux deux partis satellites là, de leur proposer des noms. Vous voyez que c'est une supercherie. Parce qu'on dit que nous avons un système partisan, il faut le réformer, les partis doivent être maintenant impliqués. Mais ça ne se passe pas comme ça. Donnez-moi des noms. Non, le parti se réunit parce qu'il a comment on appelle, des cadres qui sont spécialisés de ce domaine. Est-ce que vous savez qu'en Europe... Certainement, vous êtes dans le bureau directeur de ce parti. Non, je ne sais pas. Mais allez-y. Regardez, en Europe, ou bien en France, pour ne pas aller trop loin, puisque c'est le pays auquel nous ressemblons. Et lorsqu'il y a un remaniement, les gens savent déjà qui sera ministre de l'Éducation. Tout à fait. Qui sera ministre des Affaires étrangères. On va en venir là. Il y a toujours... On va en venir là. On va en venir là. Quand? Mais le système se met en place. Bon? On est en train de faire le formatage. Qui est le spécialiste de l'éducation dans les partis que vous avez là? Moi, je suis spécialiste de l'éducation. D'accord. Oui, mais pourquoi pas? Je peux être aussi ministre de l'éducation. Vous m'informez. D'accord. Bien évidemment. On ne vous a pas dit. Regardez, j'ai vu un chef de parti, un test à lui attribué qui remerciait le chef de l'État de leur avoir pris 10 membres et que les autres ont eu 11. Dans la foulée, ils sont quoi? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? C'est eux qui ont décidé d'aller à ces postes. C'est le chef de l'État. C'est lui qui est le maître d'œuvre. Oui, mais c'est lui qui a l'exclusivité. Le dernier mot lui revient. Non, en principe. Oui, en la matière. Vous le savez mieux que moi. En la matière, ça se passe comment? On demande aux différents groupes politiques de faire des propositions. De nous donner 3 noms, de nous donner 2 noms de femmes. C'est une tradition du Bénin. Ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Non, je parle de la tradition du Bénin. On n'est pas encore un pays normal. On n'est pas un pays normal. La normalité se mesure par rapport à quoi? À ce qui doit être fait, selon la loi. Selon la loi. Oui, mais selon la loi, c'est le chef de l'État. Analysons les postes, s'il vous plaît. Abimbola, Jean-Michel, vous le connaissez? Je le connais très bien. Il me connaît. Au ministère du Tourisme. Je l'avais déjà vu dans l'affaire de l'adoption de la loi PPP. Je l'ai interrogé à l'époque. Il fait partie de ceux qui ont mis la loi en mesure, qui a été retoquée avant d'être corrigée. J'espère que ça a été vraiment corrigé puisqu'il y avait des failles dedans. Mais avant même que la loi des PPP ne soit mise en œuvre, ils donnaient déjà des contrats de forme PPP. Bon, donc, qu'est-ce que le PPP donne aujourd'hui? Moi, je suis sur la route d'Abomey Calavi, s'il vous plaît. L'exécutif, et c'est l'exécutif qui gère. Bon, si on a donné des contrats avant le vote de la loi, je crois que en ce temps-là... Ce n'est pas ça qui est important. Non, Abimbola on a un parlement qui a aussi des missions. Il est l'un de ceux qui, dans le moment, ont été les plus zélés.
c'est lui qui prenait la parole. Pendant la période où le chef de l'État a demandé aux gens, allez vous concerter, on les a vus faire semblant de venir. Après, ils ont dit non, on va donner quelques... Après, on dit non, nous, on n'a pas de proposition à faire. Et on les a vus dans cette position braquée. Le chef de l'État qui leur a dit, allez vous entendre avec les autres. Mais ils se sont entendus pour ne pas s'entendre avec l'opposition. Et on a eu le résultat qu'on a eu. Non, c'est un peu pitoyable. Donc, la personne d'Abimbola, je trouve qu'il n'est pas un ministre qui va faire des miracles à son poste, malheureusement. Parce que malgré son expérience dans le domaine. Quelle expérience dans la culture? Il n'est pas du domaine de la culture. Il y a plein de gens. Celui qui est directeur des pêches là. Le tourisme, c'est un grand projet. C'est un écrivain. Il aurait pu être ministre de la culture. Moi, je n'aurais pas crié au scandale. Bon, donc, mais c'est Abimbola qu'on fait. Il n'est pas spécialiste de la culture. À l'époque, je lui avais demandé pourquoi vous quittez l'économie maritime pour ça. Il dit non, on peut être à tous les postes. Mais ce n'était pas son domaine. La preuve, il a mal géré. Allons-y pour... Le ministre, votre ministre, celui de la communication, le désormais ministre Orunla, Alain Orunla. Oui, vous voulez que je parle de lui? Oui, aussi, enfin, vous voulez, je vous facilite. Ça les soumet d'abord. Je vais passer au dernier moment. Non, je pense que... Orunla. C'est un brillant avocat. Ah oui? Oui, parce que... Qui a gagné combien de procès? Non, c'est pas... Moi, je parle de sa manière de faire une plaidoirie. Il trouve les mots justes pour dire ce qu'il pense dans le sens ou dans le but de tirer son client d'affaires. Quel client? Etc. Maintenant, est-ce que cette manière de voir les choses, de présenter les choses, lui permettra d'être en face? Parce qu'au-delà, il est aussi porte-parole du gouvernement. Parce que je le vois suffisamment bavard. Est-ce qu'il ne veut pas trop parler par rapport à sa mission? Parce que le gouvernement reste le gouvernement. Donc, pour moi, je veux le voir à l'œuvre pour apprécier. Tout ce que je sais, c'est que... il est bien là où il est. Il est bien là où il est. Le gouvernement avait besoin d'un porte-parole depuis le départ de Joseph Diogbenou, c'est cela? Oh, bon, je ne veux pas dire que le besoin se fait sentir, mais c'est utile que le gouvernement ait un porte-parole. C'est utile. Mais ces bavardages dont vous parliez, tantôt, c'est ça qui est pris le mot, comme qualité ici, non? Vous ne pensez pas? Oui, si l'environnement dans lequel il se trouve lui donne l'opportunité de parler comme il en a l'habitude. Pour certains, c'est son activisme plutôt qui lui a valu le poste cette nomination. Non, il est devenu acteur politique. Il a été aux élections législatives dernières. Il n'a pas gagné. Non, malgré les nominations. C'est pas tous ceux qui y vont qui gagnent. Il n'y avait pas d'enjeu, donc il aurait pu, s'il était si brillant. Il aurait pu. Non, être brillant à la barre, au tribunal, ne veut pas dire être brillant devant les électeurs. Le chemin déblayé. Non, si tu le permets. Oui, il faut retenir une chose. Sur le gouvernement, n'attendez pas à ce que je dise que c'est le gouvernement de combat, c'est un gouvernement d'efficacité, etc. Mais cela ne m'amènerait pas à accompagner le confrère, parce que je le sais assez très droit. critique. Non, pas assez droit sur des sujets bien précis. Oui, et par rapport. Non, c'est de l'admiration pour lui parce que ce soit, je ne sais pas si c'est une trahison de nos prénoms, c'est un homme de conviction, comme moi aussi, et sur des sujets donnés, si ça ne va pas, je n'hésite pas à dire que ça ne va pas, et comme lui d'ailleurs. Merci, répondez. Oui, l'avocat Orunla, j'ai au moins le bonheur de le connaître. Nous avions fait des débats sur certains plateaux. Et il avait des positions qui étaient assez proches de ce que je défendais. Et j'ai toujours défendu, je veux à l'époque dire. Non, moi, il n'y a pas d'époque chez moi. Les positions sont les mêmes d'une époque à l'autre. Mais je l'ai vu, les changements opérés. Et son attitude me fait penser à quelqu'un. Un homme politique brillant, il s'appelle Charles Djerbo.
qui s'est depuis déçu par la classe politique. Il s'est investi maintenant dans la gouvernance internationale. Il est dans les... Et ça lui marche, tant mieux. Charles Djerepo a dit au cours d'un débat politique, où je ne sais plus à quel sujet, si c'est pour l'affaire Sonacop ou quelque chose d'autre, il dit, en regardant certains comme Maître Monou, écoutez, chers collègues, ne regardez pas les avocats, ne les regardez pas. C'est des gens dont le métier est de mentir. Ne les regardez pas. Donc, quand je regarde Maître Roula, je vois l'avocat que décrit, mais je m'excuse parce que j'ai beaucoup d'amis avocats qui sont autre chose. Quand je vois Roula et bien d'autres, c'est à Djerepo que je pense. Il dit, ne regardez pas les avocats, c'est de ceux dont le métier est de mentir. Et je peux vous donner un exemple. Dans mon propre procès, mon opposé, celui qui défendait la HAC, je lui ai dit, cher ami, mais nous étions des amis. Il dit, oui, monsieur Folly, nous étions des amis, mais si il se fait que je suis l'avocat de la partie adverse. Si j'étais votre avocat, j'allais dire exactement la même chose que vos avocats. Et là, j'ai vu, je réponds tout là, quoi. C'est-à-dire que les avocats sont capables de dire une chose. Et ça, chez certains, ça devient une déformation professionnelle. Et chez Orula, c'est une déformation professionnelle. On l'a vu avec Ajavon. On l'a vu avec Komi Kouché. Ça, c'est récent. Mais on l'avait vu, moi j'étais ensemble avec des amis qui sont dans le procès de l'hôtel Marina. Et j'ai vu Maître Orula. Mais après, nous l'avons eu. Mais donc, j'ai dit que le président a la haute, mais c'est lui. Parce que les gens comme ça, c'est ça que les hommes politiques aiment. Ceux qui sont capables de retourner leur langue rapidement, leur verse rapidement, de dire une chose et son contraire. Donc moi, Maître Orula ne m'épate pas et il le sait. Et lorsqu'il viendra, moi je sais, je veux dire aux gens de ne pas regarder de ne pas écouter ce que les gens disent, comme je l'ai dit au début, mais de regarder ce que les gens font. Donc quand je regarde Orula, je vois la pratique d'un certain nombre d'avocats et je dis, j'ai pitié pour mon pays. Parce que si on prend le cas Kouché, il a défendu ce monsieur. Et puis après, il devait se présenter. S'il était allé en Espagne, on l'aurait arrêté. Voilà quelqu'un qui devient notre ministre. Et le ministre, mon ministre à moi, de la communication. On va s'affronter. Je reviendrai. Vous promettez carrément. On va s'affronter. Il me connaît très bien. Non, je crois que le débat n'est pas... Il n'est pas personnel. Le débat n'est c'est pas... pour l'État. Mais qui reste dans le truc. Qui ne change pas de langue. Oui, et comme je l'ai dit... Et qui démente Djerepo. Vincent Lézimé. Il est assez bien posé. Qui ça? Je crois qu'il a le cœur suffisamment chaud, la tête froide sur les épaules, et là-dessus, il est désormais dans un environnement... Vous le connaissez si bien. il est désormais dans un environnement qui n'est plus celui des tribunaux, et il est le porte-parole... Il n'était pas au tribunal dans l'affaire de choses. Entre autres, il a défendu le dieu ou la déesse de Banamé. Non. Dans des conditions obscures. Je crois que c'est pas... De l'affaire de Porto Novo où des gens sont morts. Oui, on aurait dû arrêter cette dame. C'est pas ce rôle-là. Quel rôle? Qu'il est appelé à jouer. C'est-à-dire... Aujourd'hui, oui. Il est le ministre de la Communication et des Postes. Oui, mais on a du mal à le suivre. Porte-parole du gouvernement. Ah oui. Et cela lui impose une posture. Et je crois qu'il restera dans cette posture pour accomplir la mission que le chef de l'État lui a confiée. J'espère qu'il n'est pas dupe. Parce que des gens qui changent du jour au lendemain. Hein. Non, les imbéciles ne changent pas, dit-on. Justement. Ah bon? Justement. Oui. Je ne sais pas si c'est des mauvaises langues, mais pour certains, on l'a carrément en mission et on pourrait voir les choses. Naturellement, tous les ministres sont en mission de zèle, d'excès de zèle. Parfois, nous allons voir Orula dans son rôle. Ça, c'est des jugements. Moi, je l'attends. Je crois qu'on est en train de... Mais on est obligé de juger, non? Oui. Mais ils sont des hommes politiques. Oui, et le jugement, parfois, est subjectif. Ici, j'estime qu'on est en train de faire le décryptage, l'analyse du gouvernement qui est formé par rapport aux enjeux actuels, les défis qui s'imposent à notre pays. À travers les hommes. À travers les hommes. Et pour ma part, je crois que Maître Alain Orula, Maître Alain Sourou Orula, il est dans un milieu donné et il fera de telle manière que
le gouvernement soit satisfait de ses prestations. Je crois que c'est l'essentiel à retenir. Et les populations. Hein? Et nous autres. Non, le gouvernement... Et nous autres. Oui, nous, les communicateurs. Non, le gouvernement, c'est d'abord l'action. Hein? C'est par rapport à ces actions-là que moi je parle. Et une fois les actes posés, nous, population, nous apprécions pour voir est-ce que ça va dans nos intérêts ou pas. Et on jugera. Moi, je l'attends principalement sur le sujet des médias. Est-ce que nous allons continuer d'être des boîtes aux lettres du gouvernement? Moi, je l'attends là. Non, ou est-ce qu'on va nous permettre de nous développer, de formuler des critiques sans être inquiétés? Je crois que ce n'est pas son cahier de charge. Ah bon? Vous connaissez le cahier de charge? Mais il est ministre de la communication et des postes. C'est son cahier de charge se retrouve là. Oui. Et là-dessus, son cahier de charge... Non, c'est pas que par les médias. Son cahier de charge n'est pas d'écrire des lettres aux journaux. Hein, parce que c'est de ça que mon confrère parle. Non, moi, que ça soit corrigé. Non, moi je ne vais pas dire. Non, c'est pour dire que ce n'est pas l'initiative du ministre, du gouvernement, d'écrire des articles et d'aller mettre ça dans les journaux. Non, c'est le service de communication. C'est un autre débat, ça. Ce sont nos confrères. C'est un autre débat, ça. Oui, communication. Et on a dépouillé le ministère, l'autre ministère. Et c'est la dénomination qui me gêne. Oui. L'économie numérique et la digitalisation. Moi, ça me pose problème. C'est une question de sémantique. Le numérique inclut la digitalisation. On ne peut pas faire du numérique sans faire de la digitalisation. Non. Le numérique s'oppose à l'analogie pour parler en termes techniques. Moi, je ne suis pas technicien, mais je dis la dénomination du ministère me pose problème. Et je ne sais pas si ça ne va pas faire rire les gens à l'étranger de dire qu'il y a un ministre chargé du numérique et de la digitalisation. Pourquoi il ne serait pas ministre du numérique tout simplement? On va s'arrêter à numérique. Non, moi je ne demande pas qu'il continue à dire nous avons la risée des gens dehors. Non, vous savez, oui. il a des objectifs. Lesquels? Je crois que de plus en plus, le Bénin s'engage ou s'est engagé dans un processus. C'est-à-dire, notre administration, tout ce qui est papier, on a tendance à le faire disparaître. Et le numérique le faisait déjà si bien. Non. Il a une nuance à ce niveau. La digitalisation, je crois qu'il doit avoir... Vous n'êtes pas encore sûr, mais il doit avoir. Non, forcément, il doit avoir. Non, il aurait suffi de dire numérique. Ça suffit et ceux qui comprennent. Alors, on va laisser les auditeurs cette fois-ci réagir. Déjà? Oui. Mais ça passe trop vite. À moins que vous ayez une autre préoccupation. Mais je croyais que, on allait parcourir toute l'actualité en passant par l'installation de Cos-Lépi, etc. C'est la même chose, le Cos-Lépi. Le Cos-Lépi, c'est vrai. C'est un appendice. C'est avec la liste, le fichier, ça peut être préoccupant. Ouais, mais on va revenir, on va laisser les auditeurs réagir. Ah, ils réagissent déjà. 64 44 02 44 66 75 72 72. Si vous voulez participer à cette émission, bonjour. Oui. Monsieur Vigile, bonjour. Bonjour. Les Vincent sont à l'honneur le jour des Vincents. Oui. Mon grand frère, monsieur Folly, bonjour. Bonjour, cher ami. Qui est mon petit frère. J'ai oublié monsieur Légimin, Valentin Ayonou, en directeur de Thionville. Merci beaucoup, Valentin. C'est pas que je suis en train de jeter des fleurs au doyen Vincent Folly, mais je l'estime beaucoup. Merci. Mais arrêtez et continuez, s'il vous plaît. Mon cher. Parce que vous m'avez donné une information, je vous ai croisé dans un cabinet ministériel, vous m'avez donné une information, et après 72 heures, j'ai vu les signaux. Ah oui. Vraiment, vous êtes un grand investigateur. On n'a pas de grands mots. Allons-y. Merci. Ma préoccupation ici, qu'est-ce qui est devenu l'affaire, la nouvelle tribune HAC? Est-ce que c'est définitivement réglé? Nous voulons en connaître, les Béninois veulent en savoir un peu plus. Et cette question s'adresse plutôt à M. Vincent Folly. Et ma deuxième question pour lui, M. Ouroula, à la communication. Est-ce que vous attendez vraiment quelque chose par rapport à votre affaire Nouvelle Tribune? C'est les deux questions que j'ai pour M. Vincent Folly. Et mon cher ami Lézimin, je vous reviens. Dites-nous, en tant que leader, soutien indéfectible du gouvernement, de la rupture, les projets inscrits au PAG doivent être réalisés. Normalement, en principe,
dans un délai de 5 ans. La durée constitutionnelle, c'est ça. Alors, si nous en tenons compte de cette durée, à quel pourcentage pouvons-nous évaluer la réalisation physique du PAG? Deuxième préoccupation pour vous, la PICAD, ça, la participation des opérateurs économiques béninois. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Et troisième préoccupation pour finir pour vous, un Parlement sans opposition bien sûr, ils ont désigné leurs représentants au sein de COS-LEPI. Selon vous, jurez la main sur le cœur si nous pouvons avoir une liste fiable pour les élections municipales. Je vous remercie. Merci à vous, Valentin Yonon, pour vos nombreuses questions. Deuxième auditeur, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Oui. Marcel Télé. Oui, allez-y, monsieur Télé. Hey, bon, je n'ai pas de préoccupation particulière, je n'ai pas de questions pour vos invités. Seulement, je voudrais inviter monsieur Folly à être un peu plus direct dans ses propos parce que jusque-là, on a supposé que c'est parce qu'il a eu une situation avec le gouvernement en place qu'il est en train de leur jeter de la pierre sur n'importe quel sujet. Je vous remercie. Merci à vous. Troisième auditeur. Allô, bonjour Vivier. Bonjour. Jean Poton, je m'appelle. Monsieur Lézimé, bonjour. Bonjour. Monsieur Folly, je vous salue. Merci, bonjour. C'est rare dans ma vie de ne pas poser de questions. Je viens aujourd'hui simplement pour déclamer ma flamme à monsieur Vincent Folly. Il a tout dit. Toutes mes préoccupations ont été prises en compte. Monsieur Vincent, monsieur Folly, du moins, vous êtes très chic. Je vous remercie. Oh mon Dieu. Et c'est la première fois qu'il a aussi bref. Quatrième auditeur. Monsieur le journaliste, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour les invités. Bonjour. Bonjour. Ma question est pour monsieur... Présentez-vous, s'il vous plaît. Excusez-moi, Arnaud Métos-Ouvert. Oui, Arnaud Métos-Ouvert. Métos-Ouvert. Ok. Ma question est pour monsieur Folly. Si on vous doit et on vous dit on va vous nommer pour ministre, dis-nous la main sur cœur, quel genre de ministre vous pouvez être. Et je voudrais vous... Choisir son poste ou quoi? Oui. Voilà. D'accord. Je voudrais vous prier et dire, il nous semble que vous êtes en train de teindre tout en noir de ce gouvernement et c'est pas normal. Essayez de ne pas diriger le débat sur le plateau. Je vous remercie. Merci à vous. Cinquième auditeur. Allô? Oui, votre nom. Oui. Bonjour monsieur, bonjour le plateau. Bonjour. Moi, Robert. Enfin, Robert Keke. Monsieur Vincent, je courage pour votre réalisme. Tu es commande. Ma première question sur le pourquoi les juristes béninois s'attaquent trop à la politique et laissent leur cahier de charge quelque part? Deuxième question. Je prends le gouvernement ministériel. Le panneau ménagère qui est trouvé et les textes de la République ne sont pas respectés. De nos juridictions, c'est-à-dire des juridictions nationales et internationales ne sont pas respectées. Il y a encore un dossier de 500 milliards qui est à la poste. Où se trouve exactement la préoccupation des Béninois? Je vous remercie. Merci à vous. Nous allons prendre encore un auditeur, le sixième. Bonjour. Le sixième auditeur, bonjour. Oui, monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour. Anselmo Pindior, depuis Calavi. Oui. Je remercie beaucoup les deux invités, surtout monsieur Vincent Folly. Je voudrais vous poser deux questions. Est-ce que aujourd'hui, parce que vous avez parlé de ministre Oloura, est-ce que nous avons vu au moment où cette dame, une dame qui se dit qu'elle est Dieu, au cours d'un rituel, les gens sont décédés et que nous avons vu des fidèles ont été en prison. Mais après ça, les Béninois attendent à ce que
ça soit jugé. Mais jusqu'à présent, nous n'avons rien vu. Tout récemment, il y a un problème de mutuelle. Et cette dame s'est levée pour dire qu'elle va faire de prêts aux gens. Et les gens attendent pour que ce problème soit mis sur le tapis. Et nous avons vu M. Ouloura s'est levé pour dire que rien n'était. Est-ce que tout ça là, entre-temps, cette dame nous a dit que le président de la République, c'est lui qui l'a envoyé en mission. Parce que le président s'est allé au Rome et elle a dit que c'est elle qui l'a envoyé en mission. Avec tout ça, est-ce que vous êtes sûr que M. Ouloura fait quelque chose dans le gouvernement? Dites-nous, qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Est-ce que c'est... Oui. Oui, merci à vous. Merci à vous pour vos questions. 7e auditeur, bonjour. Et le 7e et tout dernier, hein? Oui. Oui, bonjour. Bonjour, votre nom? Je réponds à l'état civil au nom de Blaise François. On n'entend pas bien. Hein? À l'état civil, je réponds au nom de Blaise François Tako. D'accord. D'accord. Il y a une question à poser à Vincent Folli. Donc je salue le patriotisme alors qu'il est journaliste. Monsieur Vincent Folli, le code électoral, disons l'achat des partis politiques en son article 12, dit seules les personnes physiques peuvent être membres d'un parti politique. Mais depuis qu'on a commencé les cours électorales bien avant le 28 avril, j'ai vu un ministre qui est une personne publique, je vais citer Tata Nafia, mais qui a été membre d'un parti politique, qui a été dans les élections élues, qui a décidé en faveur de sa situation. Ne voyez-vous pas quelque chose qui croche là? Quelle appréciation faites-vous par rapport à ça? Et que celui-là a encore maintenu ministre. On sait ce qu'il a fait, le rôle qu'il a joué pour n'avoir pas délivré les... Merci à vous. On a bien compris votre question. Les invités vont répondre. Nous revenons donc ici en studio. Vous avez plus de questions, hein, Vincent Folli, donc je vous laisse en premier la parole. Je ne sais pas par qui vous commencez. Nouvelle Tribune, c'est à quand la ouverture? Je sais que depuis, vous avez désormais une seconde vie sur Internet, n'est-ce pas? Non, on n'a jamais cessé d'être en vie sur Internet. Non, je ne dirai pas ici ce que le point de vue. Je dirais simplement, puisque le sujet, ce n'est pas sur Nouvelle Tribune, et là, je présente les excuses aux auditeurs qui ont pensé que c'est la position que j'ai, c'est-à-dire c'est ce qui m'est arrivé, qui influence mes opinions. Je ne crois pas. Je fais un effort de ne pas lier les deux. Je crois que je suis un homme entier et j'ai des opinions, j'ai des convictions et les convictions n'ont pas varié depuis toujours. Et ce n'est pas lié à la situation qui m'est faite et pour laquelle je me bats et pour en sortir. Donc, qu'il soit rassuré. Vous ne comprenez pas que la justice est autorisée que vous sortiez, que vous restez. Oui, le moment venu, on fera, mais je dis que je ne baisse pas les bras. C'est tout ce que je peux dire sur le terrain, que les gens soient rassurés. Donc, malgré la cour d'appel, vous continuez à peiner. Et il n'y a pas de... La cassation ne fait rien. L'acte est exécutoire. La décision est exécutoire. Elle sera exécutée, quel que soit... Et pourquoi le journal n'est pas toujours dans les kiosques? Non, vous verrez bientôt dans les kiosques. Ne m'obligez pas vous rassemblez les moyens à déballer toutes mes batteries. Bon, on peut s'arrêter là. Mais je regrette si ma position a pu influencer, si j'ai donné l'impression d'être trop biaisé, de peindre tout en noir. Non, j'ai voulu décrire celui que nous avons et j'ai dit qu'il ne faut pas écouter ce que quelqu'un dit, mais il faut peut-être regarder ce qu'il fait. Et en regardant les actes,
nous disons qu'il y a un problème dans la gestion du pays. C'est tout ce que je dis. Si c'est ça, peindre en noir, bon, je vais repeindre encore plus en noir. Vous verrez, si j'avais cité des cas, qu'il y a des choses qui posent problème dans la gestion du pays. Ben, qu'est-ce que vous attendez du Rwanda par rapport à votre affaire? Non, j'ai déjà parlé de lui et ça suffit. Je le verrai à l'œuvre. J'espère qu'il n'aura pas la langue comme disent les Ivoiriens, et qui va dire les choses telles qu'elles sont et ne va pas chercher à faire le mal. Je mets en garde nos compatriotes pour qu'ils n'écoutent pas les paroles de quelqu'un pour dire que cette personne est ceci. Il faut qu'ils le jugent par les actes. Et je voudrais le voir dans les actes changer et être autre chose que celui qui est dans un rôle qui change de position au gré du vent. Voilà, c'est tout. Mais j'ai dit, ça vous suffit? Ça dépend des auditeurs. Oui. Eh bien, Vincent Lézumé. Oui. Je remercie d'abord tous ceux, fini pour moi. Non, tous ceux qui sont intervenus dans le débat. Je dois dire à l'entame que peut-être c'est une nature de Vincent. La conviction se forge. Vous y accrochez. Oui, et personne ne change. Donc, certainement, les gens sont vus que le confrère semble être un peu excessif, mais il faut que les uns et les autres comprennent que c'est une affaire de conviction. Et c'est pareil. Vous êtes ainsi aussi, je confirme. Oui. Et je sais que vous partagez beaucoup de points de vue. Tout à fait. Parce que la conviction reste la conviction. Vous êtes né le jour de la Saint-Vincent. Moi, c'est le 22 janvier. Oui, si vous êtes né le 22 janvier, exactement. Donc nous sommes... Exactement. La preuve, ceux qui me connaissent parce que me tassent même de rebelle à tout vent. Donc, la conviction reste la conviction. Et pour ça, j'ai beaucoup d'admiration également pour vous. Et sur la question précise qui m'est posée, c'est par rapport au PAG, c'est de mon ami Valentin Ayonou. C'est un programme de 5 ans. On est à quel pourcentage maintenant? Oui, quelle proportion? Oui, mais j'aurais aimé être dans le gouvernement pour donner une réponse précise. non, parce que tout ce que je peux dire maintenant... Il a entendu. Tout ce que je peux dire maintenant, ça doit être de l'à peu près. C'est pour rassurer... Non, dites à peu près. Mon ami Valentin. C'est quel pourcentage? Je crois qu'il a des projets qui se réalisent. Mon ami Naka comprend ça de cette manière. Depuis que le gouvernement est là, les femmes et les hommes qui l'animent ne sont pas restés les bras croisés. Certainement, il y a des choses... À Porto-Novo, puisque vous êtes à Porto-Novo, je le sais, les travaux d'alphatage traînent. Non, il paraît qu'il n'a plus en réalité, ce qui doit nous préoccuper, ce n'est pas ce qui est déjà fait, mais ce qui reste à faire. Et les terrains qu'on a déblayés, les voies qu'on a ouvertes... Oui, mais c'est déjà un chantier. C'est sûr que ça sera... Ça ne bouge plus, il paraît. Non, ça bouge. Ah bon. Oui, ça bouge. Plus tard... on parle de souffrance, de travaux, c'est pas réel. Non, les souffrances... Ça là, c'est... Non, les travaux, les chantiers sont en souffrance, donc ça ne bouge pas. Non. Moi, j'étais allé dans les rues qui sont autour de l'église du christianisme. J'ai vu des ouvriers, là, ça travaille, là. Okay. Là, j'ai vu. C'est pas comme il a compté. Et c'était seulement le jeudi passé. Donc, là-dessus, je crois que... Non, le vendredi... c'est fini. Non, les ouvriers sont là-dessus. La voie est venue jusqu'à... cinquantenaire et voire 40. Je crois que c'est cette portion-là seule qui reste et ils sont là-dessus. Les autres, c'est des travaux de finition. Sinon, la chaussée se dégage déjà et d'ici à là, on va rouler 40. La TICAD, sans opérateur économique béninois. J'y étais pas. Je n'ai pas la composition de la délégation. Donc, vous avez remarqué d'opérateur a priori, non, j'avoue que je n'ai même pas suivi cette actualité au niveau des télévisions pour savoir qu'il y a eu telle personne ou telle personne. Tout ce que je sais, le chef de l'État y était, le ministre des Affaires étrangères a fait un point pour dire les acquis de cette conférence, etc. Donc, je ne peux pas dire s'il y a d'opérateurs économiques ou pas
dans la délégation. Vous permettez, Bon, Vincent Folli, sur le même sujet, la même question? Non, le TICAD, pas mesure de comparaison, on peut comparer avec la Côte d'Ivoire, que le Premier ministre a représenté son chef de l'État, ils ont discuté avec les autorités, ils ont obtenu pour leur pays la construction d'une usine de Toyota. Oui, tout à fait, tout à fait. Et notre chef de l'économie, comment il s'appelle, le ministre des Finances, a donné une conférence aux investisseurs japonais, il les a appelés. Mais moi, j'ai regardé dans la salle, je n'ai pas vu les investisseurs béninois qui ont accompagné le chef de l'État. C'est quand même un exemple pour dire que c'est un peu déplorable que le chef de l'État aille à une assemblée de ce genre sans se faire accompagner des acteurs de l'économie. Bon, moi, je ne peux pas l'affirmer parce que j'avoue que je n'ai pas... Vous n'avez pas regardé la télé? Je n'ai pas regardé la télé. Moi maintenant, non plus, Parlement sans opposition. Et on a mis en place COS-LEPI. Je crois que, bon, ce n'était pas le sujet. Ils m'ont demandé de jurer la main sur le cœur si on aura une liste fiable pour les élections. Tout à fait. Non, j'estime pour ma part que liste fiable pour les élections ne pose plus de problème dans notre pays. Donc, même sans opposition, la liste sera fiable? La fiabilité de la liste, parce qu'une liste électorale, c'est pour aller aux élections avec. Et le gain, c'est l'élection. C'est que vous gagnez l'élection. Aujourd'hui, le système est tel que vous pouvez remplir la liste de tous ceux que vous voulez. Mais pourtant, vous ne gagnerez pas. Parce qu'il faut que ces gens-là aillent d'abord voter. Donc, mais le COS à l'EPI a été installé en violation des textes qui disent qu'il faut une majorité et une minorité. À ce niveau, on aurait pu être confronté à la réalité. Ça, c'est un autre débat par rapport à la question qu'il a posée. Ça pose un autre problème, ce que vous dites. Oui. Vincent Lézumé, ça veut dire qu'on aurait pu se passer du COS l'EPI. Bien évidemment. Bien évidemment. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus là. Ce n'est pas pour réaliser une liste électorale, c'est pour actualiser. Donc, pour moi, aujourd'hui, COS-LEPI, ça ne veut rien dire dans notre dispositif pour les élections. C'est regrettable. Non. C'est regrettable. Non, la liste y est déjà. La liste y est déjà. Actualiser, la liste électorale même, c'est une liste politique. Oui, j'en conviens. Ce n'est pas le recensement général de la population avec les techniciens qui ont des critères donnés. C'est une liste politique et on sait ce qui s'appelle politique. Donc, ce que vous dites là n'est pas vrai que même sans le COS-LEPI, on aurait pu avoir. Donc, ils n'ont qu'à confier au RAVIP. Non. Moi, je ne parle pas de ça. La réflexion aujourd'hui va dans le sens de confier la gestion de la liste électorale à une structure pérenne que nous avons dans le cadre des élections, qu'est la Sénat. Sinon... Mais ils ont tenté, fondamentalement, que l'opposition y soit ou pas, la liste restera la liste. Rapidement, une question concernant donc Orunla, l'affaire Banamé, les morts d'abord, on n'en connaît plus la suite. Nous, on ne peut pas, puisque nous, on n'est pas au tribunal. Non, il a une chose. Non, il a une chose. Oui. Maître Alain Orunla est un avocat. Il n'est pas le tribunal. Et nous savons comment les dossiers... Vous savez qui l'a constitué? Non, peu importe celui qui l'a constitué. Ah non, c'est important. Non. Pour moi, est-ce que le dossier a été appelé au tribunal et Maître Alain Orunla a refusé de plaider pour ci ou pour ça. Donc la question fondamentale, quel est l'état de notre justice aujourd'hui par rapport à des affaires du genre? Donc si le tribunal engage la procédure, il faudrait que ça soit clôturé un jour. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Parce que la préoccupation de celui qui a posé la question, il faut que l'affaire soit vidée un jour. Et il a parlé aussi de l'autre affaire, l'affaire de collecte de sous. On a vu aussi... Oui, tout ça là. Donc il revient au tribunal de poursuivre réellement... Défendre cela pour l'auditeur, pour un simple client, il ne devait pas le faire.
Non, moi je ne sais pas. Il est dans son rôle d'avocat de défendre qui vient le voir, mais je veux dire à mon confrère que si on sait celui qui l'a constitué, on comprendrait pourquoi le dossier est enlisé. Bon, on peut passer à autre chose, monsieur. Oui. Quelques questions pour une moi. dernière question. Oui. Saka Lafia, membre de parti politique, viole la charte. Non, c'est une question d'éthique. C'est-à-dire, lui, membre d'un parti, aurait dû ne pas être dans la position du ministre de l'Intérieur. Ou alors, il refuse d'aller aux élections parce que nous connaissons. Le conflit d'intérêts est évident. Non, moi, je ne fais pas la même lecture. Tout le monde devrait faire sa lecture. Oui. Et c'est pour ça que je voudrais dire... On n'est pas dans un pays normal. Donc, on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui est membre d'un parti pour nous diriger, pour diriger l'organisation des élections. C'est pas possible. La réalité, c'est que la loi a disposé d'une manière donnée. Et par rapport à cette loi, je crois que le ministre Saka Lafia, il peut commettre certainement des erreurs dans l'application. Il était sur le point de délivrer les syndicats de Chola et quand on lui a demandé d'arrêter. Qui est ce on-là? Qui est ce on-là? Non, ici c'est ça l'âme de bois. Qui est ce on-là? Mais informez-nous davantage. Vous êtes membre d'un parti. Allez, moi je ne suis pas membre d'un parti. Il ne peut pas présenter ainsi. Je suis proche d'un parti politique. Nous sommes à la fin plutôt de cette émission. Plus de questions pour moi. Quelqu'un a dit des choses qui seraient... Mais ce que j'ai remarqué, les auditeurs ont félicité suffisamment, ont apprécié, ont admiré. Mais moi aussi, ils doivent m'apprécier. C'est parce que j'ai souhaité être ministre. Tu le seras, il a déjà entendu. Merci beaucoup. Il a entendu. Je ne sais pas. Non, je crois que le gouvernement qui est formé, tout le monde aura compris en regardant nos chefs de l'État qui procèdent toujours de la même manière, pas petite touche, ils voient ce que ça donne. Tout le monde a oublié le dialogue avec les partis, mais ça reviendra. Parce que la question de la crise politique est toujours là. Et les hommes d'église qui jouent au cachotterie... Les attendent jusqu'en octobre. Octobre aussi viendra. Oui, mais il faut régler le problème de la légitimité de ce Parlement. Oui, mais ça, il faut les ça les humains. Oui. Non, mais ça les humains. Moi, je dirais que le gouvernement est formé. Tous les problèmes évoqués au cours de cette émission, notamment le dialogue pour lequel mon confrère Vincent Folly a toujours les yeux rivés. Ce dialogue interviendra. Certainement, peut-être, c'est l'une des missions prioritaires de cette nouvelle équipe gouvernementale. Ah bon? Et les autres préoccupations évoquées, à savoir les chantiers, le PAG, l'accomplissement du PAG, je crois que ces hommes et ces femmes auront la volonté nécessaire et la technicité qu'il faut pour accompagner le chef de l'État dans l'accomplissement de sa mission. Je vous remercie. Merci, mes deux chefs Vincent. Merci. C'était un plaisir. Mohamed Lamidi était à la technique. Amis auditeurs, merci également à vous. Bon dimanche et à l'autre dimanche pour notre numéro de Salon de Voix.